4000. C'est un chiffre brutal en fait. Ah oui, très brutal. Et honnêtement, c'est assez choquant quand on s'y arrête juste un instant. Parce que si un être humain a la chance incroyable de vivre jusqu'à 80 ans, eh ben son existence entière sur cette Terre se résume à environ 4000 semaines. C'est rien du tout quand on y pense. Bah oui, 4000, c'est tout. C'est ce qui constitue absolument toute une vie. Et d'ailleurs, l'auteur de l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui a fait une petite expérience informelle à ce sujet. Laquelle? Il a demandé à ses amis de deviner ce chiffre, tu sais, spontanément, sans faire de calcul mental compliqué sur un coin de table. Et j'imagine qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Mais totalement. L'un d'eux a répondu avec un aplomb pas possible, 310 000 semaines. Ah oui, d'accord. Le décalage est énorme. Mais ce qui est absolument vertigineux avec cette estimation instinctive, c'est que 310 000 semaines, ça correspond en réalité à la durée totale de toute la civilisation humaine. Non, sérieux? Si. On parle de la période qui s'étend depuis l'époque des anciens Sumériens de Mésopotamie jusqu'à notre ère moderne. C'est fou de se tromper à ce point-là. Ça montre bien à quel point notre perception de notre propre longévité et même du temps dont on dispose au quotidien est complètement faussée. Notre cerveau n'est tout simplement pas câblé pour appréhender notre propre finitude, quoi. Absolument. Et c'est exactement là que notre exploration en profondeur commence aujourd'hui. On va se plonger dans le livre d'Olivier Burkeman. C'est un ouvrage passionnant. Oui, qui s'intitule « 4000 semaines », avec comme sous-titre « Anti-manuel de gestion du temps à l'usage des mortels ». Et en fait, c'est un texte qui prend à rebours absolument tout ce qu'on croit savoir sur la productivité. Et sur l'efficacité aussi, sur cette course effrénée dans laquelle on est tous engagés. C'est une analyse que je qualifierais vraiment de vitale pour quiconque se sent épuisé par l'injonction moderne à l'ultra-productivité. Pour ceux qui nous écoutent, on préfère prévenir tout de suite, hein. Oui, voilà, la mission de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est pas du tout de donner une énième astuce miracle pour vider sa boîte mail plus vite ou pour, optimiser sa routine matinale à la seconde près. Ah non, des livres comme ça, il y en a des milliers. Exactement. L'objectif ici, c'est plutôt de comprendre de manière systémique pourquoi notre rapport au temps est si profondément brisé et comment l'acceptation de nos limites humaines, qui paraît terrifiante au début, peut paradoxalement nous offrir une immense liberté. Parce que la vraie problématique, en fait, l'éléphant dans la pièce que personne veut voir, c'est ça. Pourquoi nos efforts acharnés pour gagner du temps finissent-ils toujours par nous donner l'impression d'en manquer encore plus? C'est le grand paradoxe. Prenons la fameuse méthode du Inbox Zero, par exemple. Tu sais, cette idée de vider sa boîte de réception tous les soirs avant de quitter le bureau. Le Graal de la sérénité professionnelle, soi-disant. Voilà. On nous vend ça comme la solution ultime. Mais dans la vraie vie, quand on devient incroyablement efficace pour répondre aux emails, la seule chose qu'on y gagne vraiment, c'est de recevoir encore plus d'emails en retour. Bah oui, les gens voient qu'on répond vite, du coup, ils nous sollicitent davantage. C'est inévitable. C'est un cercle vicieux. Et ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique psychologique derrière tout ça. Ça s'appuie sur ce qu'on appelle la loi de Parkinson. C'est-à-dire? C'est une loi formulée dans les années 50 qui stipule que le travail s'étend de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Donc, devenir plus efficace, ça ne vide pas la liste de tâches. C'est une illusion d'optique. Ça fait juste de nous un aimant à nouvelles tâches au final. C'est exactement ça. Le système dans lequel on évolue est conçu pour absorber toute l'efficacité qu'on lui donne. L'objectif ultime de la productivité moderne, c'est un piège redoutable. Et c'est puissamment couplé au rouage de notre économie capitaliste. Courir après le mirage qu'un jour tout sera sous contrôle. Voilà. L'idée que si on court assez vite, si on s'organise assez bien, on aura enfin le contrôle total. Alors, décortiquons un peu ça. Parce que cette idée de tout avoir sous contrôle, ça me parle énormément. Moi, la productivité moderne, telle qu'on nous la vend, je vois ça exactement comme une partie de Tetris. Ah, la métaphore du Tetris, elle est excellente. Au début de la partie, tu t'appliques. Tu te dis que si tu arrives à pivoter et aligner les blocs plus vite, tu vas finir par nettoyer l'écran, avoir un plateau vide et gagner. Sauf que c'est pas du tout la règle du Tetris. Ben non. Plus tu es rapide pour faire disparaître les lignes, plus le jeu accélère. Les blocs tombent de plus en plus vite. La musique devient de plus en plus stressante. Et à la fin, tu es complètement submergé et l'écran déborde. L'écran ne se vide jamais de manière permanente. En fait, on gagne jamais au Tetris. On fait juste repousser la défaite. C'est une image parfaite pour illustrer ce piège. On cherche à dominer le flux du monde, alors que ce flux est, par sa nature même, infini. Et nos capacités, elles sont limitées. Cruellement limité, oui, par nos fameuses 4000 semaines.
Et la dissonance cognitive vient justement de notre refus d'accepter cette asymétrie entre un monde infini et nos capacités finies. Mais justement, puisque cette obsession de l'efficacité, tu vois, cette sensation d'urgence permanente, ça semble être un piège purement moderne. Tout à fait moderne, oui. On est en droit de se demander comment l'humanité a bien pu fonctionner pendant des millénaires, avant l'invention des to-do list, des applications de gestion et des alarmes sur nos téléphones. Et le livre partage une perspective historique vraiment frappante à ce sujet. Prenons l'exemple d'un paysan du Moyen Âge. J'imagine que sa vie n'était pas de tout repos. Ah, elle était incroyablement rude. Elle était dangereuse, marquée par la famine, le froid, la maladie. Et pourtant, malgré toutes ces souffrances, ce paysan ne souffrait d'aucun problème de gestion du temps. Comment ça, il ne stressait pas pour finir sa journée? Non, parce qu'il vivait dans ce que les historiens décrivent comme un temps orienté par la tâche. C'est quoi la différence concrètement? On trayait les vaches quand elles devaient l'être, tout simplement. Parce que leur pis était plein, on moissonnait quand le blé était mûr. La tâche dictait le rythme en harmonie totale avec les saisons et la biologie. Ah, je vois. Ce paysan n'aurait eu aucune idée de ce que signifie, par exemple, essayer de traire les vaches du mois entier en un seul jour. Juste pour pouvoir prendre de l'avance et s'en débarrasser, tu vois. L'idée même de gagner du temps sur la traite des vaches lui aurait paru complètement absurde. Mais oui, le temps n'était pas un concept abstrait, cet arrêt de la vie elle-même. On ne passait pas le temps, on le vivait au rythme des nécessités. Alors, quand est-ce que ça a déraillé? Comment on est passé de ce rythme supernaturel à notre obsession maladive de l'optimisation? La bascule psychologique et sociétale, elle s'est produite avec l'invention et surtout la démocratisation des horloges mécaniques. Les horloges tiquent. Et c'est là que l'histoire est très ironique. Initialement, ces horloges ont été perfectionnées par les moines au Moyen Âge. Donc, dans un but purement religieux. Exactement. Un but spirituel. Il s'agissait de synchroniser très précisément les prières matinales et le rythme du monastère. Mais ensuite, cet outil a été massivement récupéré par la révolution industrielle. Ah oui, le travail à l'usine. Voilà. Il fallait coordonner le travail de centaines d'ouvriers et payer les gens à l'heure. Et c'est à partir de ce moment précis que le temps est devenu une entité abstraite. Il s'est détaché de la tâche en elle-même. C'est devenu une ressource à extraire, à mesurer, à acheter et à vendre. L'anthropologue Edward T. Hall utilise d'ailleurs une métaphore visuelle très puissante pour décrire ce changement. Qu'est-ce qu'il dit? Il explique que le temps moderne est perçu collectivement comme un immense tapis roulant, un tapis infini sur lequel défilent des boîtes vides. Et nous, on est plantés devant ce tapis roulant, complètement en panique. C'est tout à fait ça. On ressent l'obligation frénétique et constante de remplir chaque boîte qui passe avec une activité productive, une tâche accomplie ou un loisir soi-disant utile. Et si une boîte passe et qu'elle est vide? On ressent une immense culpabilité, comme si on devait justifier notre existence à chaque seconde. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, voire toxique pour le coup. Parce que si on commence à considérer le temps non plus comme l'environnement dans lequel on vit, mais comme une monnaie, Une devise précieuse, oui. ça altère profondément notre comportement vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. On commence littéralement à punir ceux qui le volent. Oui, le livre cite l'exemple de ce magnat du fer au XVIIIe siècle, au début de l'ère industrielle. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il déduisait purement et simplement de la paie de ses ouvriers le temps qu'ils passaient à chanter, à discuter ou à aller aux toilettes. Pour lui, c'était des voleurs de temps. C'est fou d'en arriver là. Et le vrai drame, c'est que cette mentalité punitive ne s'est pas arrêtée aux portes des usines. Elle a fini par infester nos vies personnelles et notre espace intime. Mais complètement. Ça transforme même nos moments de repos en source d'angoisse. Prenons cette pression insidieuse le dimanche après-midi, la fameuse angoisse de fin de week-end. On la connaît tous. Si on n'a pas fait de randonnée incroyable, si on n'a pas avancé sur un projet personnel, ou préparé tous ses repas pour la semaine, bref, si on n'a pas fait bon usage de son week-end, on se sent coupable. On a raté le coche. C'est ça, on a l'impression d'avoir gaspillé notre monnaie. On n'a pas rempli les boîtes sur le tapis roulant. C'est ce qu'on appelle la pression de la rentabilité appliquée à l'existence elle-même. Ce besoin compulsif de remplir chaque boîte nous épuise mentalement et physiquement. Parce qu'il nous place dans une posture de dette perpétuelle envers notre propre temps. Exactement. D'accord, je comprends bien le mécanisme. Mais je dois poser la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce fameux tapis roulant de l'optimisation s'arrête? Tu veux dire face à la fin de notre vie ? Oui, quand on réalise, de manière brutale, que ce tapis n'est pas infini, qu'il n'y a que 4000 semaines et que la dernière boîte approche inéluctablement. C'est là que l'ouvrage nous force à regarder la vérité en face. Et il s'appuie sur la vision du philosophe allemand Martin Heidegger.
Ouh là là, la philosophie allemande, c'est rarement léger. C'est clair, et c'est une idée qui peut donner un peu le vertige au premier abord. L'idée de Heidegger, c'est pas simplement de dire que nous avons un temps limité comme on aurait une quantité limitée d'essence dans un réservoir. D'accord. C'est beaucoup plus viscéral que ça. Heidegger avance que nous sommes un temps limité. Attends, nous sommes le temps. Oui. Notre existence humaine est intrinsèquement et fondamentalement définie par notre finitude. Chaque choix que nous faisons, chaque moment que nous vivons est imprégné du fait que nous allons mourir. C'est lourd à digérer quand même. Mais c'est ce qui donne du poids et de la substance à nos actions. Sans cette limite, nos choix n'auraient aucune valeur. Je dois avouer que c'est une perspective assez intimidante. Dire qu'on est notre propre finitude. Ça signifie que chaque minute qui passe, je diminue littéralement en tant qu'entité. D'une certaine manière, oui. Pas étonnant qu'on cherche à fuir ça. C'est terrifiant. C'est exactement pour cela qu'on y résiste si farouchement. On la fuit à travers la frénésie du travail, les distractions permanentes, le rêve de l'optimisation absolue. Parce qu'affronter ça, c'est trop dur. Accepter cette finitude, c'est reconnaître une vérité très douloureuse. Une pilule difficile à avaler. Laquelle? On ne pourra pas réaliser tous nos rêves. On ne pourra pas devenir toutes les personnes qu'on aurait pu être. La potentialité infinie de notre jeunesse, c'est une illusion qui s'effrite avec le temps. Et cette résistance face à l'impossible, elle crée des illusions incroyablement tenaces, surtout dans la culture de la productivité. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire très célèbre. Dis-moi. Tu sais, cette parabole omniprésente dans tous les séminaires de développement personnel, l'histoire des gros cailloux dans le bocal. Ah oui, popularisé par Stephen Covey, c'est ça, ouais. Voilà, c'est censé être la révélation ultime sur la gestion des priorités. L'histoire raconte qu'un vieux prof arrive devant ses étudiants avec un gros bocal en verre, des gros cailloux, du gravier et du sable. Et il leur fait une démonstration. C'est ça. Il montre que si on met le sable en premier, c'est-à-dire les petites tâches sans importance, les gros cailloux ne rentrent plus. Alors que si on fait l'inverse, Miracle de l'organisation. Si on met les gros cailloux en premier, donc nos priorités absolues, puis le gravier, puis le sable qui vient combler les trous, tout rentre parfaitement. tout est une question d'ordre, soi-disant. Mais j'ai toujours détesté cette métaphore avec une passion brûlante. Et quand Berkman explique pourquoi c'est une arnaque intellectuelle, j'ai eu envie d'applaudir. Le professeur a complètement truqué le jeu. Il l'a truqué de la manière la plus cynique qui soit, oui. Il a apporté un nombre soigneusement et artificiellement réduit de gros cailloux. Exactement. Il savait parfaitement à l'avance qu'ils allaient tous rentrer dans le volume de son bocal. Il a créé un problème sur mesure pour sa solution. Mais grave. Dans la vraie vie, l'univers nous donne pas juste 3 gros cailloux bien polis. Dans la réalité, il y a beaucoup trop de gros cailloux. Les choses véritablement importantes. Avoir une famille épanouie, bâtir une carrière passionnante, s'engager politiquement ou dans une association, avoir une santé de fer, créer de l'art, voyager, entretenir de vraies amitiés, toutes ces choses sont des gros cailloux. Et si on essaie de tous les prendre, Ils dépassent très largement la taille de notre petit bocal de 4000 semaines. C'est pas un problème de méthode d'insertion, c'est un problème de volume. Le bocal est fondamentalement trop petit. et ce constat, ça change tout. Parce que si le bocal est trop petit pour tout ce qui compte réellement, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. C'est inévitable. Et la philosophie de Berkman nous rappelle que faire un choix, par sa définition même, c'est faire un deuil. Quand on choisit une voie, on assassine toutes les autres voies possibles. On renonce à d'autres vies potentielles. C'est de là que vient notre angoisse profonde. La vraie question posée par l'auteur, du coup, c'est comment trier ces cailloux? Comment assumer ses deuils sans être constamment rongé par la culpabilité du potentiel non réalisé? C'est la question à $1 million. Au fond, si on ne peut pas tout faire rentrer, si on est condamné à laisser des cailloux sur la table, la solution, c'est peut-être pas d'essayer d'arrêter de procrastiner. Non, au contraire. Le livre propose une approche qui m'a vraiment surpris. Il faut devenir un meilleur procrastinateur. C'est un concept puissant. Puisque l'on passera inévitablement à côté de presque tout dans la vie. La plupart des chefs-d'œuvre de la littérature seront jamais lus, la plupart des pays magnifiques seront jamais visités. Il faut choisir consciemment, délibérément, ce qu'on va négliger. C'est ce qu'ils appellent la procrastination positive ou intentionnelle. Et c'est un reversement de perspective incroyablement salvateur. On passe d'une procrastination subie et honteuse à une procrastination assumée. Voilà. Et pour y parvenir, l'ouvrage ne s'arrête pas à la théorie. Il propose des méthodes très concrètes pour se forcer à affronter ses limites. Qu'est-ce qu'on peut appliquer par exemple? La première règle, et c'est souvent la plus dure, c'est de limiter strictement ce qu'on appelle les travaux en cours. L'idée, c'est de se fixer une limite absolue, mettons 3 tâches ou projets majeurs maximum en même temps. D'accord, 3 tâches. Et la règle est draconienne.
Tant qu'une de ces 3 tâches n'est pas entièrement terminée, ou alors délibérément et officiellement abandonnée, absolument rien d'autre n'a le droit d'entrer dans le système. Attends une seconde, je me fais l'avocat du diable ici. Je t'écoute. Je vois très bien une personne de notre auditoire se dire « Bon, c'est bien joli sur le papier, mais si mon patron débarque dans mon bureau avec 5 dossiers urgents et que je lui dis « Désolé, j'ai déjà mes 3 tâches, revenez plus tard », bah je me fais licencier dans la journée. Hein. C'est une objection légitime et super courante. Mais le but de cette limite de 3 tâches, c'est pas de vivre dans un monde imaginaire où personne nous demande rien. C'est quoi alors? Le but, c'est de rendre l'impossible visible. Quand on a une limite stricte et qu'une 4e urgence arrive, on est forcé d'avoir une conversation difficile, mais réelle, basée sur la physique du temps. Ah, on met les choses sur la table. On peut alors dire à son patron « OK » pour cette nouvelle urgence, mais laquelle des 3 tâches actuellement en cours je dois mettre en pause ou abandonner pour lui faire de la place? C'est brillant ça. Ça force à affronter la réalité des limites. Plutôt que d'absorber silencieusement la pression jusqu'au burn-out. Chaque fois qu'on choisit de faire entrer une tâche, on est obligé de voir en face ce qu'on repousse. On remet la responsabilité du choix et du renoncement sur le devant de la scène, au lieu de faire semblant d'avoir des super-pouvoirs. Exactement. Et dans le même esprit de renoncement assumé, il y a un autre concept du livre. Vas-y. La sous-performance stratégique. Ah, j'ai adoré ça. C'est l'idée de choisir, à l'avance et à froid, dans quel domaine précis de notre vie on accepte publiquement et sans honte d'être médiocre ou d'échouer. C'est tellement libérateur. Totalement. Par exemple, décider que pendant les 6 prochains mois, parce qu'on lance un grand projet pro ou qu'on a un nouveau-né, on va avoir une pelouse épouvantablement mal tondue. Ou qu'on accepte le bazar dans la cuisine, ou qu'on met le sport de côté. Moi, je sais que, personnellement, je vais officiellement déclarer forfait sur le repassage de mes vêtements pour les mois à venir. C'est une excellente décision. En décidant ça à l'avance, on élimine toute la honte et la culpabilité quand on voit la pile de linge s'accumuler. C'est plus un échec, c'est une stratégie assumée. Ça illustre parfaitement la nécessité d'éliminer les priorités secondaires. D'ailleurs, ça rejoint une anecdote très puissante, souvent attribuée à l'investisseur Warren Buffett. L'histoire avec son pilote privé? C'est ça. Buffett lui aurait conseillé, pour trouver sa voie, de faire la liste de ses 25 objectifs de vie les plus importants. Classique. Puis de rayer sans pitié pour n'en sélectionner que les 5 priorités absolues. Jusqu'ici, c'est un exercice de coaching assez banal. Mais la leçon concerne les 20 autres, c'est ça? Exactement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces 20 objectifs restants ne sont pas une liste d'attente. Ce n'est pas des choses à faire le week-end quand on a du temps libre. Qu'est-ce que c'est alors? Pour Buffett, ce sont les choses à fuir comme la peste. À fuir absolument. Pourquoi être aussi extrême? Parce que si on examine la mécanique de la distraction, les priorités moyennes sont en réalité nos pires ennemis. Nos pires ennemis, carrément. Elles sont suffisamment attirantes et intéressantes pour capter notre attention et drainer notre énergie. Mais elles ne sont pas assez importantes pour constituer le cœur de notre existence. Ah, je vois. Elles nous grignotent. C'est elles qui nous détournent insidieusement de nos 5 priorités absolues. Le danger, il ne vient pas de ce qui ne nous intéresse pas, il vient de ce qui nous intéresse moyennement. C'est une méthode radicale pour faire le tri. Mais même quand on arrive à faire ce tri, même quand on élimine les priorités moyennes, il y a un autre niveau à ce problème psychologique. Au niveau de nos moments de pause, c'est ça, hein? Oui, Nous avons peut-être appris à faire le tri dans nos grands projets. Mais pourquoi, même lorsque nous décidons consciemment de prendre du repos, de ne rien faire, de juste nous asseoir sur un canapé, on n'arrive pas à se détendre? c'est une vraie pathologie moderne. Le livre aborde ça, la pathologie du repos. Et l'exemple de la romancière Danielle Steele est absolument terrifiant. Elle travaillait des journées de 20 heures, non? Oui, pendant des décennies. Elle dormait à peine 4 heures par nuit, elle a écrit 179 livres, elle était littéralement terrifiée par l'inactivité. C'est un cas extrême, bien sûr, mais sans aller jusque-là, on en est tous un peu arrivés à traiter le repos de manière purement instrumentale. On se repose, non pas pour le plaisir de se reposer. Mais pour recharger ses batteries afin d'être plus productif le lendemain. Exactement. Le repos n'est plus un arrêt du travail, c'est devenu un outil au service du travail. Et ça soulève une question fondamentale sur la finalité même de nos actions. C'est ce qu'on pourrait appeler la catastrophe de la causalité. La catastrophe de la causalité? Oui, on en est venu, par conditionnement, à évaluer la valeur de notre temps uniquement en fonction de ses résultats futurs. On ne vit plus pour l'instant présent. On vit pour le résultat que cet instant va produire demain. C'est l'idée qu'on doit toujours mériter le futur. C'est épuisant comme vision. L'économiste John Maynard Keynes a brillamment illustré ce biais avec la métaphore du confiturier. Je ne la connais pas, celle-là. Imagine un homme obsédé par le futur.
Cet homme fabrique de la confiture, mais il ne mange jamais la confiture qu'il produit aujourd'hui. Il veut l'accumuler pour demain. Pour l'hiver prochain, pour ses petits-enfants. Voilà. Son esprit est tellement tourné vers la capitalisation future qu'il s'interdit de profiter de la douceur du moment présent. Il repousse sans cesse la récompense. Et en faisant ça, il rate complètement le seul moment qui existe réellement, c'est-à-dire le présent. C'est une forme d'aveuglement. Ça me fait penser à une autre image du livre. L'individu moderne n'aime pas le chat qu'il est en train de caresser sur ses genoux. Il aime l'idée des futurs chatons que ce chat pourrait avoir. C'est ça, on caresse un chat en pensant au rendement de la portée. On en rit, mais c'est exactement ce qu'on fait avec nos passions quand on essaye de les transformer en source de revenus. C'est une maladie profonde de l'instrumentalisation de l'existence. Alors, comment on fait pour en guérir? Le livre propose un antidote philosophique extrêmement libérateur qui vient de Brian Maggi. Il appelle ça la thérapie de l'insignifiance cosmique. Rien que le nom, c'est tout un programme. C'est une expérience de pensée qui vise à recadrer notre ego, prend toute l'histoire de la civilisation humaine et ramène-la à des vies individuelles mises bout à bout. D'accord. Si on compte des vies de 100 ans pour simplifier, la civilisation entière, des pharaons jusqu'à aujourd'hui, ça ne représente qu'une chaîne d'une 60aine de vies humaines. Seulement 60 personnes? 60 personnes qui se tiennent par la main à travers le temps. C'est tout. C'est minuscule. À l'échelle de l'univers, notre existence ne représente strictement rien. Nous sommes une fraction de seconde cosmique. Présenté comme ça, on pourrait se dire que c'est profondément déprimant, de se dire qu'on ne sert à rien à l'échelle de l'univers. Et pourtant, contre toute attente, l'effet psychologique est inverse. C'est pas du nihilisme déprimant. C'est quoi alors? C'est un soulagement immense et immédiat. Car si nous sommes si insignifiants, ça veut dire que l'univers se moque éperdument de savoir si on a répondu à tous nos emails en retard. Ou si on a atteint nos objectifs trimestriels. Voilà. Le poids des attentes grandioses qu'on s'impose s'évapore complètement. Le niveau d'angoisse redescend d'un coup, c'est vrai. Ça nous donne littéralement la permission de descendre de notre piédestal. D'arrêter d'essayer d'être des maîtres du monde qui contrôlent le temps. L'auteur explique que ça nous autorise enfin à vivre une vie modestement significative. Prêter attention aux petits détails, prendre le temps de lire une histoire à un enfant. Marcher seul dans la forêt sans un podomètre pour mesurer ses pas. Des choses qui n'ont absolument pas besoin d'être optimisées ou rentabilisées. Et d'ailleurs, il y a une petite astuce très concrète mentionnée dans le livre pour s'ancrer là-dedans au quotidien. Oui, la liste des choses faites. C'est ça. Tenir une liste des choses faites plutôt qu'une éternelle to-do list des choses à faire. C'est magique. C'est un changement de focus très intelligent. À la fin de la journée, au lieu de regarder avec désespoir la montagne de choses inachevées, on prend un carnet et on note ce qu'on a effectivement accompli. Même si c'est juste d'avoir préparé un bon repas. Ou d'avoir pris des nouvelles d'un ami. On documente la vie qui a été réellement vécue dans la journée. Au lieu de s'angoisser pour la vie virtuelle de notre to-do list. Et pour synthétiser l'esprit profond de cet ouvrage remarquable, c'est exactement ça. C'est un appel urgent à renoncer à l'illusion du contrôle divin qu'on pense devoir exercer sur le temps. C'est un changement de paradigme complet. L'anxiété chronique de notre époque vient de notre refus de notre propre condition humaine, de nos limites. Ce n'est qu'en acceptant notre défaite face à la montre qu'on peut enfin commencer à vivre pleinement. En abandonnant la lutte, on libère une énergie incroyable. Une énergie qu'on peut enfin accorder aux personnes et aux passions qui peuplent nos 4000 petites semaines. C'est une approche qui renverse avec brio toutes les certitudes toxiques de l'industrie du développement personnel. On passe d'une lutte acharnée et perdue d'avance à une cohabitation pacifique avec le temps. Et pour prolonger cette réflexion, pour ceux qui nous écoutent, gardons à l'esprit cette idée finale. La métaphore de la maison. Oui, si on arrêtait définitivement de considérer le temps comme une monnaie qu'il faut investir ou rentabiliser, et si on le voyait simplement comme une maison chaleureuse, que l'on a la chance d'habiter pour une durée indéterminée. Quelle pièce de cette maison choisirait-on d'occuper, là, maintenant, simplement pour le plaisir d'y être, pendant l'heure qui vient? C'est sur cette question qu'on va clore notre réflexion d'aujourd'hui.